Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous voir tous aujourd'hui dans cette salle pour cet atelier d'éducation thérapeutique que j'ai le plaisir de co-animer avec mes deux consoeurs Kassam Abdrani et Wafa Hamdi. Je remercie le laboratoire Pfizer de m'avoir proposé cet atelier-là et ça a été l'occasion de faire une vraie rencontre maroco-tunisienne pour le coup. Et j'espère que vous allez apprendre plein de nouvelles choses, nous donner vos retours d'expérience par rapport à votre pratique quotidienne et que ça va faire une émulation autour de l'éducation thérapeutique. Voilà. Alors, pourquoi elle marche? C'est bon, merci beaucoup. Alors, pourquoi l'éducation thérapeutique? Au niveau des différentes recommandations, que ce soit au niveau de l'ELAR, de la SFR ou même de la CA, on retrouve toujours la notion de l'importance de l'information de nos patients par rapport aux thérapeutiques qu'ils prennent pour la réadaptation dans leur niveau donc social et professionnel et pour améliorer leur qualité de vie. Mais pour voir ça de manière plus concrète, je vous proposerai un cas clinique vu qu'on est en atelier et on peut interagir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste pour avoir un peu vos retours et vos feedbacks. Donc, c'est une vraie patiente, c'est Madame Balqis, qui a une polyarthrite rhumatoïde, qui a été vue une première fois en consultation en 2016, qui était en échec dès 10 mars. On avait demandé un bilan pré-biothérapie. Il était bon. Donc, on a décidé de démarrer la biothérapie en association au méthotrexate en comprimé, avec une réduction progressive de la corticothérapie. Elle était à 5 mg. Et on s'était dit qu'on allait diminuer progressivement la corticothérapie de 1 mg par mois jusqu'à l'arrêter et des anti-inflammatoires en cas de douleur. Avec un rendez-vous de consultation prévu 3 mois plus tard, c'est le délai, on va dire, optimal pour nous en tout cas. Je ne sais pas ce que pour vous c'est pareil, pour revoir une patiente de ce type-là. Alors ensuite, on l'a plus revue. 1 an après, plus tard, elle revient en poussée polyarticulaire. Et donc, j'essaie de comprendre pourquoi cette patiente-là n'est pas revenue. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que c'était un problème de communication? Pourtant, à mon sens, j'avais fait ce qu'il fallait faire. On avait expliqué ce que c'était que la biothérapie, les différents risques, l'intérêt de la thérapeutique, pour essayer d'augmenter l'observance thérapeutique et la confiance entre le patient et le malade. La durée de la consultation avait duré 30 minutes. Donc, vraiment pour prendre le temps de bien expliquer. Mais 30 minutes sur 3 mois, la patiente avait passé 3 mois entre les deux consultations. Et les 30 minutes, c'est 0,02% des 3 mois. Et donc, il a fallu essayer de concentrer l'ensemble de son vécu sur ces 30 minutes-là. Et en plus, que je lui donne toute la nouvelle information sur la nouvelle thérapeutique, les nouvelles habitudes à prendre et le reste. Donc, peut-être que j'ai eu, on va dire, des difficultés à transmettre le bon message. Et l'information, en fait, ce qu'on nous apprend en éducation thérapeutique, c'est que l'information en tant que telle, quelle que soit sa qualité, ne suffit pas à changer des comportements pour le patient. Dans le sens où même si que ça soit une information écrite ou un message audiovisuel, s'il ne fait que ça, sans s'impliquer dans un exercice de groupe ou dans un travail sur son quotidien, ça n'aura pas d'implication sur son comportement de tous les jours. Et il faudrait toujours revenir au contexte. Donc, je suis revenue au contexte de Madame Balqis. Donc, c'est ce qu'on a dit par rapport à l'information passive. Et alors, juste par rapport au contexte, dans les papiers, quand ils essaient de faire l'éducation thérapeutique pour des enfants donc, qui ont une arthrite idiopathique juvénile, les questionnaires qu'on leur donne, c'est des questionnaires adaptés à ce qu'ils sont. Donc, on leur pose la question, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une maladie auto-immune? Est-ce que c'est une maladie qui touche les automobiles? Est-ce que c'est une maladie qui touche les articulations? Est-ce que c'est une espèce de grippe? Ainsi de suite. Pour s'approcher au plus du contexte de vie du patient. Donc, ils ont fait ça chez les arthrites idiopathiques juvéniles. Il y a un autre papier intéressant, ça c'est à Ontario, au Canada, en milieu rural. Comme les gens avaient du mal à se déplacer jusqu'au centre pour recevoir justement de l'information, on leur envoyait des programmes via des canaux
tels que des sites web ou des groupes pour qu'ils aient accès justement à l'information de manière, on va dire, dans le sens de la télémédecine. Alors, ma patiente, elle s'appelle déjà Balqis, ce qui n'est pas courant. Je ne sais pas ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui s'appellent Balqis, mais ça nous donne un petit orientation par rapport à son contexte. Elle est née en 1966. Elle est originaire du Nord, comme moi, donc un peu têtue. Elle est épouse d'un enseignant. Elle-même, elle ne travaille pas. Elle est mère au foyer de 3 enfants. Et elle était en poussée, en poussée polyarticulaire. Ce qui n'a pas été noté, c'est qu'elle était sous méthotrexate comprimée parce qu'elle a horreur des injections. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait faire ramener du comprimé, donc les méthocomprimés qu'elle prenait à la place. Et moi, je lui prescris une biothérapie injectable. Okay. Alors, et pour elle s'est fait l'injection de son médicament quand elle avait très mal, et seulement quand elle avait très mal. Les médicaments que je lui ai donnés, c'est des médicaments qu'on donnait aux cancéreux, parce que c'est des immunosuppresseurs très forts, c'est des poisons qui ont beaucoup de risques de toxicité. Son mari enseignant lui a tout dit parce qu'il a vu ça sur Internet. Et donc, voilà. Et les corticoïdes qu'elle voulait arrêter, effectivement, elle les avait mal supportés, mais elle-même disait les reprendre de temps en temps. Quand elle se réveillait trop raide le matin, elle prend 1 ou 2 comprimés de cortencil pour soulager sa journée. Bon. Donc, en termes de compréhension de la maladie et de ses traitements, il y a un souci. En termes de représentation de la maladie, ça ne passe pas. Et la capacité de gestion de ces traitements n'est pas, on va dire, optimale. Et tout ça rentre dans le cadre des peurs et des croyances du patient. Parce qu'on a beau avoir un feedback, on va dire, de santé en tant que professionnel de santé, mais on est face à un patient qui évolue dans un contexte, dans une famille, avec un entourage, et tout ça doit être pris en compte dans notre prise en charge thérapeutique. Et par rapport aux anti-TNF, il y a un effet nocebo très connu parce que vu que c'est des médicaments très puissants, les malades, ils ont peur justement des infections qui pourraient survenir, du risque. Alors, dans cette étude, les 3 principales craintes, c'était par rapport aux vaccinations. Ils ne se vaccinaient pas, les infections qui pourraient survenir et les cancers, notamment prostate chez les hommes. Et donc, quand on est face à un patient, dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique, on fait ce qu'on appelle un bilan éducatif qui prend en compte les besoins du patient, parce qu'on traite le patient par rapport à ses besoins à lui, et en prenant en considération tout son contexte, ses peurs, ses croyances et les représentations qu'il a de sa pathologie. En termes de besoins, les besoins des patients en rhumatologie, en particulier dans la PR, sont de 2 grands types. On a les besoins spécifiques et les besoins non spécifiques. Les besoins non spécifiques regroupent tous les besoins des maladies chroniques. À partir du moment où on dit à un patient qu'il a une maladie chronique donc à vie et qu'il devra prendre un traitement à vie, pour nous c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire, mais pour lui, il passe par différentes phases. Et donc, il faudrait lui expliquer des choses très concrètes dans le sens où expliquer les démarches de maladie longue durée, s'il a une mutuelle, adapter son statut professionnel, de pousser à maintenir une activité physique et faire attention à son entourage et à sa vie sociale. Pour pouvoir être efficient dans notre approche, on va dire, thérapeutique, on répond à ses besoins non spécifiques et bien sûr aux besoins spécifiques propres. Les besoins spécifiques sont par rapport à la maladie. Si je vais trop vite ou vous voulez revenir sur des points, vous me le dites. Alors, les besoins de la maladie en tant que tels, en termes de gestion de la fatigue, des douleurs, des poussées inflammatoires, à l'acceptation des modifications de son apparence physique, de ses déformations, et à la gestion de son handicap ou de son incapacité fonctionnelle. Et aux besoins spécifiques de ce traitement, c'est comment il va gérer son traitement et ses effets secondaires. Ma patiente, elle avait horreur des injections. J'ai pas pris le temps de lui expliquer, je pense, ou la manière n'a pas été suffisamment, on va dire, convaincante pour qu'elle adhère à ma prescription, ce qui lui a fait 1 an et demi de perte de vue, avec une perte de chance, et elle est venue en poussée, donc on a perdu beaucoup de temps. Aussi, voilà, si on cherche un coupable, c'est en fait tout le monde. C'est moi, c'est le praticien, c'est l'entourage, mais il faudrait essayer d'ouvrir en fait un peu le cercle pour faire avancer notre patient vers l'objectif qu'on veut.
Si on s'arrête, on se dit non, moi de toute façon, je lui donne l'information qu'il veut, lui, il interprète comme il veut, j'ai fait ce que j'ai pu, on n'est pas arrivé à l'objectif. Et donc, dans toute démarche d'éducation, on travaille dans une dynamique constructive. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, on va dire, en gros, tous les jours, mais on commence par identifier les besoins, spécifiques ou non spécifiques. On fait attention aux représentations, peurs et croyances, et c'est à partir de ces deux éléments-là qu'on pourra amener le patient à adhérer à un protocole thérapeutique, à changer ses comportements pour qu'il soit lui-même maître de ses choix, mais que ce soit des choix éclairés. À la limite, si Balkis me disait qu'elle ne veut pas un traitement injectable, j'aurais changé de traitement. Mais qu'elle me le dise et que je sois moi informée de la chose de manière claire. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois grands axes. On doit agir sur le connaissance, et ça, c'est ce qu'on appelle le savoir. Ça, on peut le faire, c'est facile, par rapport à différents supports et du contenu. On peut agir. Alors, le contexte particulier de la patiente, ça, c'est elle. Donc, il faudrait qu'on le connaisse pour pouvoir interagir avec elle. Donc, c'est une dame du Nord, d'un certain âge, qui ne travaille pas, dont le mari est enseignant, qui a un vécu particulier. Et le circuit de soins qui est défaillant, moi je trouve qu'il est défaillant dans notre cas. Ça, par contre, moi j'y peux pas grand-chose. Le fait que justement il n'y ait pas de psychologue associé à notre unité de soins, qu'on n'ait pas accès à une ergothérapie, à une kinésithérapie de manière régulière, tout ça, on n'a pas vraiment d'impact dessus. Mais on le prend en considération dans la proposition de notre projet thérapeutique. Alors tout ça juste pour vous dire qu'en fait, à partir de cette patiente, j'ai essayé de vous illustrer la problématique de l'éducation thérapeutique. Pourquoi on s'y est intéressé? C'est pour essayer de rattraper ce genre de patients qui peuvent être des patients polyarthritiques. On a trouvé la même chose pour les patients goutteux, pour les arthrosiques également. C'est valable pour toutes les pathologies rhumatismales, maladies chroniques. Et ça se retrouve chez le diabétique également. C'est pas propre à l'APR. Donc je passe ma parole à Kautsar pour la suite. Merci Hassen. Donc après avoir vu et passé en revue les problèmes de Madame Belkis, là on va plonger dans le vif du sujet et on va commencer par définir ce que c'est que l'ETP. Alors d'abord on a essayé un peu de voir ensemble comment on peut appeler ETP en arabe, éducation thérapeutique patient en arabe. C'était pas facile et finalement je ne sais plus, on s'est arrêté sur Talim, Tafrif l'Ilaji l'Marif, mais il n'y a pas en fait d'appellation en arabe pour éducation thérapeutique. Ça c'est de une. Alors la définition en fait, l'OMS l'a définie depuis 20 ans maintenant comme étant donc l'ETP vise à aider les patients et leurs familles à comprendre la maladie et le traitement, à coopérer avec les soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer leur qualité de vie. Alors, quelques années plus tard, la Haute Autorité de Santé française a défini ce que pouvait être l'ETP et ont publié un guide méthodologique qui est valable pour toutes les pathologies chroniques et non pas uniquement pour tout ce qui est rhumato. Donc, c'est un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient. Alors, j'ai mis exprès centré sur le patient en gras. Permet de l'aider à acquérir ou maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. Et on va revenir tout au long de l'exposé sur ce terme compétences, contribue à l'amélioration ou au maintien de l'état de santé, qualité de vie du patient et de son entourage en rendant le patient acteur dans le traitement de sa pathologie. Donc tout tourne autour du patient, il joue un rôle principal dans cette démarche d'éducation. Donc, l'objectif de l'ETP, entre autres chez Madame Belkis, a 3 objectifs. Donc, elle va agir sur le savoir, sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Alors, l'information va agir d'abord sur les connaissances, en aidant par exemple le patient à accepter sa maladie, lui faire connaître l'utilité et les limites de ses traitements et surtout les personnes et les structures ressources auxquelles il peut faire appel. Le savoir-être ou le coping va agir sur les attitudes vis-à-vis des situations. Donc, ce qui permet au patient de penser, par exemple, que l'on peut intervenir pour améliorer sa santé et d'accepter de solliciter de l'aide. Enfin,
le savoir-faire va agir particulièrement sur les comportements et va permettre au patient de prendre de l'autonomie dans sa propre prise en charge. Donc, ça lui permettra, par exemple, de juger de l'activité de son rhumatisme, de bien gérer ses traitements, de savoir quand faire appel à son médecin, de protéger sa santé, en particulier en ce qui concerne nous, c'est les mesures d'épargne articulaire ou de prévenir les complications. Donc, le tout, en fait, c'est pour amener le patient à adopter des comportements favorables pour améliorer son état de santé, améliorer l'observance du traitement et de ce fait, améliorer la qualité de vie. Donc, on revient tout le temps sur cette qualité de vie. Donc, le tout pour amener le patient à agir juste et au bon moment, et ce, grâce à l'acquisition donc des compétences. Alors, les compétences à acquérir par l'ETP peuvent être catégorisées en deux types de compétences. Il y a les compétences d'auto-soin, dont certaines peuvent être dites de sécurité, et puis les autres, les compétences d'adaptation. Alors, nous allons voir quelques exemples. Compétences d'auto-soin, par exemple, à la fin d'une démarche d'ETP, le patient devra être capable de connaître les moyens, par exemple, non médicamenteux pour réduire la durée de l'arrêt d'heure matinal, de prendre en compte les résultats d'une autosurveillance. Ici, l'exemple le plus typique, c'est chez le sujet diabétique. Il doit savoir interpréter les résultats de la glycémie au doigt et de modifier en fonction donc sa dose d'insuline. Adapter ou anticiper la prise d'antalgique, avoir l'habilité de faire, par exemple, ses propres injections après un module d'auto-apprentissage pour les injections sous-cutanées. Ensuite, il y a les compétences d'adaptation qui sont beaucoup plus larges, qui relèvent plutôt du domaine psychosocial. Alors, c'est de permettre au patient de se connaître soi-même, d'avoir confiance en soi, lui permettre de savoir gérer ses émotions, maîtriser son stress, par exemple, face à une poussée de la maladie, de développer chez lui des compétences en matière de communication ou de relations interpersonnelles. Alors, c'est important, la communication, que ce soit avec le personnel soignant, que ce soit avec l'entourage, la famille, même ses enfants, son mari, de prendre des décisions, résoudre un problème face à une, par exemple, situation particulière des biologiques et se fixer des buts. Le patient doit être dans le mode projet, donc il doit pouvoir se projeter dans l'avenir. Voilà donc pour les compétences. Alors maintenant, quel est l'encadrement légal de l'ETP? Ici, je vais me baser sur le modèle français. Ça va être assez souvent le cas le long de cet exposé. Alors, les programmes français, en fait, ils sont bien codifiés. Ils ont des obligations réglementaires grâce à cette loi de juillet 2009. Donc, les programmes doivent être conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la Santé. Donc, comment ça se passe en pratique? Ils font une demande d'autorisation à ce qu'ils appellent l'Agence régionale de la santé et cette agence va donner une autorisation sur les 4 ans sous réserve que le programme démarre dans l'année qui suit et qu'il ne soit pas interrompu pendant plus de 6 mois. Alors maintenant, comment ça se passe chez nous? En Tunisie, apparemment au Maroc aussi, j'ai un peu demandé à Hassan, c'est le vide, il n'y a aucun encadrement légal et je pense qu'il faut faire bouger les choses dans ce sens. Alors, quand proposer l'ETP, question d'ordre pratique, en pratique, il est conseillé de proposer ou de délivrer de l'ETP à des moments de changement ou de stress en rapport avec la maladie. Alors, soit les premiers stades de la maladie pour aider le patient à accepter sa maladie, lors de l'initiation d'un nouveau traitement, c'est fréquemment le cas en France, ça coïncide avec l'initiation des biologiques, surtout pour tout ce qui est paramètres de sécurité, lorsqu'il y a un grand impact sur la vie quotidienne, des poussées fréquentes, ou pour prévenir les comorbidités, par exemple l'ostéoporose ou les maladies cardiovasculaires, en agissant sur les facteurs de risque, bien sûr modifiables par le patient. Alors, à votre avis, question, selon vous, par qui peut être faite l'ETP? Par le médecin traitant, un patient expert, une infirmière, la diététicienne ou une représentante médicale. Quelles sont les propositions exactes? Qui peut faire de l'ETP? Oui, c'est pas une seule proposition. Tout le monde? Les 5 propositions? Pas la représentante. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. La représentante médicale, non, elle n'a pas le droit. Donc, tout professionnel de santé impliqué dans la prise en charge d'un patient rhumatisant peut faire de l'ETP et idéalement, l'équipe doit être multiprofessionnelle, intégrant donc idéalement rhumatologue et médecin traitant qui constituent le cœur du dispositif éducatif. Alors, sachez que l'ETP ne s'improvise pas.
il faut que les professionnels de la santé soient formés d'abord dans le cadre de programmes validants et c'est en France, en fait, avec un nombre d'heures de formation minimale de 40 heures ou l'équivalent de 2 ans d'expérience. Donc, les entreprises exploitant un médicament ne doivent en aucun cas entrer en contact ni avec le patient, ni avec son entourage. Et ils ne peuvent ni élaborer, ni mettre en œuvre des programmes de TP. Par contre, les programmes de TP peuvent être financés par l'industrie pharmaceutique. Et c'est souvent le cas, donc c'est eux qui financent les programmes de TP. Alors, nous en arrivons aux différentes étapes de l'ETP, donc selon tel que défini par la HAS. Donc, il y en a 4. Qu'on va voir successivement. D'abord, première étape, c'est d'élaborer le diagnostic éducatif. Ensuite, définir le programme personnalisé. Troisième étape, c'est les séances de TP. Et enfin, la dernière étape, c'est l'évaluation des compétences acquises. Et donc, on va voir tout de suite la première étape avec EFA. Merci, Kauthar. Effectivement, donc, établir un diagnostic éducatif est une étape essentielle pour la réussite du programme d'éducation thérapeutique. Alors, d'après vous, élaborer un diagnostic éducatif correspond plutôt à prendre le temps d'écouter le patient, plutôt à donner des explications sur des thèmes précis, à tester les connaissances du patient sur sa maladie ou ses traitements, à connaître le patient, les aspects de sa personnalité, ses potentiels, son projet et sa manière de réagir à sa situation, ou bien plutôt d'amener le patient à respecter les traitements et les conseils médicaux. Donc, à votre avis, quelles sont ou quelle est la proposition exacte? 1, 2, 3. Alors, 4, oui. Très bien. Donc, vous pensez que donner des explications sur un thème précis peut faire partie, ou bien peut faire partie des objectifs d'une séance de TP. Effectivement, il faut pas donner des explications. Ça fait pas partie du diagnostic éducatif. Une séance donc de diagnostic éducatif ne doit pas correspondre à une consultation. On ne fournit pas d'explications. Et amener le patient à respecter les traitements et les conseils médicaux. De même, donc ça ne doit pas se transformer en une consultation. Il faut éviter donc de donner des conseils médicaux et plutôt aviser le médecin traitant s'il y a un changement thérapeutique qu'il faut effectuer. Et pour le reste, bien sûr, il faut prendre le temps d'écouter le patient, de tester ses connaissances et surtout de le connaître. Alors, le diagnostic éducatif, il est appelé aussi le bilan partagé. C'est un diagnostic qui doit être centré sur le patient. Il se réalise en entretien individuel. C'est une séance qui peut durer entre 45 et 60 minutes. Et ça peut être fait par une infirmière experte ou bien par le médecin traitant. Et ça requiert des conditions particulières pour qu'on puisse avoir un bon diagnostic éducatif. Effectivement, il faut avoir un lieu dédié. On ne doit pas faire ça dans le couloir ou bien au lit du malade avec plein d'intervenants, effectivement, avec l'entourage. Il faut avoir le temps nécessaire et suffisant. Il faut pas programmer donc une séance de diagnostic éducatif si on a trop de choses à faire et on est un peu pressé par le temps. Il faut avoir une disponibilité maximale. L'éducateur doit avoir une disponibilité maximale et surtout une écoute active. Alors pour l'écoute active, effectivement, ça requiert quelques précautions et ça requiert quelques conditions. Pendant l'écoute active, il faut parler le moins possible. L'éducateur ne doit pas parler, il doit écouter son interlocuteur. Il ne doit jamais interrompre le patient lorsqu'il parle. Il ne doit pas l'interrompre, effectivement. Il ne doit pas l'interrompre. Il faut attendre. Il faut plutôt poser des questions. Si on a des points à éclaircir, effectivement, plutôt poser des questions. Il ne faut pas interrompre le patient. Il faut lui donner. Donc, il faut avoir confiance au patient et il faut lui donner l'occasion de parler et d'exprimer ses ressentis. Il faut être intéressé par ce qu'il dit et il faut surtout montrer au patient qu'on est intéressé par ce qu'il dit. Donc, qu'on n'est pas pressé, qu'on n'a pas un papier à tout ce qu'il dit. Il faut orienter, effectivement. Donc, on essaiera avec les questions d'orienter la discussion, d'orienter donc les paroles du patient, mais il faut être suffisamment patient pour l'écouter. Et il faut
essayer de comprendre le patient et ne pas vraiment essayer par tous les moyens de faire passer notre message, mais il faut plutôt expliquer, donc mais il faut plutôt donner la parole et essayer de comprendre le patient. Et en fin de compte, il faut avoir une écoute empathique. C'est quoi une écoute empathique? C'est-à-dire être sensible au ressenti du patient. C'est-à-dire il faut savoir interpréter son langage parler et aussi son langage du corps. Si on va essayer de voir si notre patient est en colère, s'il est frustré, s'il a peur, s'il est complètement dans la négation de la maladie, c'est très important pour établir le diagnostic éducatif et par la suite pour bien orienter notre programme et donc de séances de TP. Alors, le diagnostic éducatif, il a pour but de connaître le patient, d'identifier ses besoins spécifiques, c'est-à-dire reconnaître s'il a quelles sont en fin de compte les difficultés auxquelles il est confronté, s'il a un problème d'observance thérapeutique, s'il a des problèmes dans sa vie quotidienne avec sa famille, plutôt dans le travail, il est plutôt gêné par une fatigue excessive. On va essayer de sonder en fait ses besoins et d'identifier ses attentes et surtout sa réceptivité par rapport à la proposition de TP. S'il n'est pas vraiment convaincu par le TP, il faut prendre le temps effectivement pour expliquer et donc expliquer le programme et le motiver avant de commencer les séances de TP, sinon il ne va pas adhérer. Et surtout de voir comment, donc de vérifier sa manière, comment il va appréhender et réagir à des situations particulières, quelles sont ses ressources personnelles, ses ressources sociales, ses ressources environnementales, s'il a donc un entourage qui est motivant, qui va essayer de l'aider pour avancer. Donc, on va donc s'aider avec cet entourage pour faire réussir notre projet. Alors, comment identifier ses besoins? L'identification de ses besoins est une étape importante. On doit vérifier d'abord ce qu'il sait. Est-ce qu'il connaît déjà sa maladie? Est-ce qu'il sait nommer sa maladie? Est-ce qu'il comprend sa maladie? Ce qu'il pense, c'est-à-dire ses représentations, ses croyances, dont Hassan a parlé tout à l'heure, son stade d'acceptation de la maladie, son ressenti, ses attentes, ce qu'il fait, c'est-à-dire comment il va vivre, donc comment il vit plutôt, comment il gère sa maladie, est-ce qu'il est plutôt actif, il essaie d'avancer, il essaie d'améliorer, ou plutôt il est résigné, passif, et il attend à ce que les autres agissent plutôt que lui. Et est-ce qu'il a donc faut vérifier aussi son stade de la maladie, donc sa maladie. Est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui est active? Est-ce qu'il s'agit d'une maladie qui est sévère? Mais il faut pas aussi que cette séance se transforme en consultation, donc avec une évaluation donc des différents paramètres, et vous vérifiez aussi ses projets, donc quels sont ses projets dans l'avenir et dans la vie. Et pour ceci, pour aider le patient et pour nous aider aussi à ne pas omettre les différents aspects de la vie de ces patients, on peut s'aider par cette étoile donc des 5 santé donc de l'OMS, qui a été élaborée par l'OMS. On va vous distribuer donc cette étoile et ça va nous permettre donc de vérifier qu'on n'a pas omis un aspect de la vie du patient, par exemple la vie affective, l'équilibre psychosocial, donc sa santé physique ou bien sa vie sociale ou bien sa vie sexuelle, et ça permet au patient de se représenter ses besoins et ce qu'il veut exprimer en fait. L'étape suivante, une fois le diagnostic éducatif établi, on va passer à l'élaboration du programme. Donc, le programme, il doit être personnalisé par rapport au patient et avec des priorités d'apprentissage. Alors, d'après vous, un programme d'ETP personnalisé, est-ce qu'il consiste en la rédaction de micro-contrats? Est-ce qu'il est élaboré principalement par le soignant? Est-ce qu'il tient compte des souhaits du patient? Est-ce qu'il peut comporter une inscription à un module d'auto-apprentissage de la sous-cutanée, par exemple, si le malade est sous biologique? Ou est-ce qu'il peut comporter des cours de self-défense? Oui, effectivement. B et C.
Donc, en fait, A aussi est une bonne réponse parce que c'est des micro-contrats, c'est des compétences donc que le patient donc va acquérir au cours des séances de TP. Il est élaboré principalement par le soignant, mais en tenant compte des attentes et des besoins du patient. Le patient doit être actif dans l'élaboration donc du programme pour que par la suite, il va adhérer à ce programme. Il faut tenir compte, bien sûr, des souhaits du patient. Il peut comporter l'inscription à un mini-module et pourquoi pas des séances de self-défense si le patient vraiment nécessite ces séances, plutôt de self-défense vis-à-vis de la maladie plutôt que la vraie self-défense contre les voleurs. Si on prend comme exemple, par exemple, comment le patient va réagir par rapport à sa douleur. Donc, vous avez eu toute une liste d'objectifs donc qui vont s'intéresser à ce thème. Et ces objectifs, on peut les répartir dans les différents domaines du savoir, c'est-à-dire le savoir-être, le savoir-faire et le savoir en général. Par exemple, dans le domaine du savoir, on peut avoir comme objectif d'enseigner aux patients comment différencier entre une douleur inflammatoire et une douleur mécanique. Dans le domaine du savoir-faire, enseigner au patient comment il va gérer son stock de médicaments pour ne pas avoir une rupture de stock ou bien ne pas avoir des médicaments disponibles. Et pour le savoir-faire, comment communiquer avec son entourage par rapport à sa douleur. Alors, comment élaborer ce programme personnalisé? Ça passe d'abord par l'analyse des besoins personnalisés du patient. Il faut établir des objectifs pertinents et adaptés. Ne pas hésiter à impliquer le patient dans le choix donc de ses objectifs. C'est le seul garant pour la réussite des séances d'éducation thérapeutique et c'est la seule motivation qui va donc donner de l'enthousiasme au patient pour qu'il puisse adhérer à ces séances. Et bien sûr, ça va finir par la rédaction de micro-contrats sous forme de compétences à acquérir. Comment se faire l'auto-injection, comment gérer la raideur matinale, comment gérer son stock de médicaments par objectif. C'est des compétences par objectif qui doivent être claires dans l'esprit du patient. Alors, une fois notre programme établi, que fait-on par la suite, Kauthar? Une fois le programme fait, on va commencer à planifier les séances de TP. Donc, séance de TP, séance de TP ou atelier, ça a la même signification. Dans l'éducation thérapeutique, on appelle ça séance de TP. Donc, on a vu ensemble les deux premières étapes, identifier le thème, ensuite définir les objectifs. Maintenant, on va voir étape 3, c'est de rassembler les intervenants, c'est-à-dire nous, les éducateurs, établir là où les techniques d'animation, identifier les moyens matériels nécessaires à ces techniques d'animation et puis programmer le déroulement chronologique des différents temps de la séance. Donc maintenant, ça va être du pratique. Donc le programme se réalise en des sessions générales de demi-journée, soit sous forme de séances collectives qui ont l'avantage de rassembler des patients qui ont donc des objectifs éducatifs similaires et donc qui sont propices au partage d'expériences, mais qui ont aussi certaines limites puisque l'éducateur peut avoir du mal, par exemple, à faire passer la parole à tout le groupe et aussi se pose le problème pour le cas particulier de la PR. Alors le fait de rassembler des PR récentes avec des PR anciennes déformées peut parfois être problématique. Et ça, personne ne peut répondre à cette question. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, de mettre ensemble PR pas déformé avec PR déformé. Donc, ça peut poser, c'est une lame à double tranchant en fait. À côté, il y a les séances individuelles où la prise en charge est personnalisée en permettant de suivre les modifications à chaque fois du comportement du patient et la validation des objectifs, mais ça reste donc très chronophage. C'est un peu difficile à réaliser en pratique avec nos emplois du temps donc assez chargés. Donc on va se focaliser plus sur les séances collectives. Donc elles sont animées au minimum par 2 professionnels. En général, c'est 2 professionnels de la santé, donc qui sont formés. La taille du groupe, c'est minimum 3, maximum 8 à 10 participants, pas plus de 10 participants. Et la durée de la séance, c'est en général 1 heure moins le quart. Plus, ça fait beaucoup pour le patient et moins, on n'arrivera pas à faire passer les principaux messages. Alors la salle, il faut un lieu dédié à l'ETP. Donc sachez que la présence de tables va créer une atmosphère d'apprentissage scolaire qui est néfaste aux échanges et aux expressions des sentiments et qui en plus va placer l'animateur dans une position d'enseignant, donc l'empêchant d'endosser ses véritables qualités d'animateur. Donc pas de table. Voici comment il faut disposer les chaises. Donc voici la place de l'animateur en noir, ce qui lui donne une posture d'ouverture vers les apprenants. Alors, ça facilite les échanges entre participants d'une part et d'autre part entre participants et animateurs.
Alors, le moyen matériel, il y a le matériel de base, donc comme ici, par exemple, le paperboard, matériel de projection, feutre. Et puis, il y a les outils pédagogiques qui vont varier en fonction de l'atelier. Donc, il peut y avoir des photos, des orthèses, des accessoires d'ergothérapie, des boîtes de médicaments vides pour l'observance du traitement, des kits d'auto-injection, des jeux ou des projections de vidéos sur lesquels les patients vont cheminer. Alors, ces moyens matériels vont servir pour les techniques d'animation. Et pour chaque atelier, donc, il y a une ou plusieurs techniques d'animation. Alors, les techniques, c'est des méthodes pédagogiques d'aide de prise de parole pour les patients. Ce sont des méthodes qui sont dites actives car donc elles visent à impliquer le patient dans le déroulement de la séance. Elles vont susciter son intérêt et ménager les plus timides. Alors, les techniques, il y en a plusieurs techniques, il y en a une centaine de techniques, voire plus. Et en fait, chaque type va varier en fonction de l'objectif que nous voulons atteindre avec notre patient. Alors, globalement, il y a trois ordres d'objectifs. Au début de la séance, c'est en général pour aider le patient à se présenter, pour favoriser l'esprit de groupe, favoriser la confiance en soi. Là, on peut avoir recours à une présentation croisée ou ce qu'on appelle interview croisée. Alors, c'est le fait de mettre les participants par binôme. Chacun se présente à l'autre, donc de façon plus confidentielle, à un seul interlocuteur, et ensuite l'autre présente, et ensuite chacun présente l'autre à tour de rôle. Donc ça ménage les plus timides. Le portrait chinois, par exemple, lorsque l'animateur pose la question, alors quel est l'animal ou quelle est la fleur ou quel est le métier qui vous représente le plus, et à tour de rôle, chacun va argumenter son choix. Alors, deuxième type d'objectif, pour favoriser l'expression chez notre patient, pour qu'il exprime ses représentations, on peut avoir recours au photolangage. C'est une technique très fréquente, le photolangage. On va voir tout à l'heure un exemple, ou le métaplan. Et enfin, pour aider notre patient à analyser, pour lui permettre de produire, d'argumenter, on peut avoir recours à des mises en situation ou à des jeux de rôle. Alors, nous allons voir deux techniques d'animation que nous avons élaborées. Alors la première, c'est photolangage pour l'atelier prendre ou ne pas prendre mes médicaments, telle est la question. Donc la question qui est posée aux participants, que l'éducateur pose, quels sont les avantages et inconvénients, donc c'est ton atelier Rauza, quels sont les avantages et inconvénients à prendre votre traitement pour votre santé et votre vie en général. Et plein de petites photos là et oui merci et on va les disposer sur la table comme ça et on va demander aux patients donc de passer à tour de rôle, de choisir une ou plusieurs photos, deux au maximum d'habitude qui le représentent le plus. Par la suite, donc les participants vont argumenter leur choix. Donc, pourquoi, par exemple, sur cette photo, vous voyez donc le patient peut penser que sa maladie peut poser des problèmes sentimentaux avec son conjoint, par exemple, et ça l'aide en fait à exprimer son ressenti d'une façon et ça ménage les timides et ça l'aide à exprimer donc ses sentiments. Et en fait, pour la même photo, on peut avoir deux explications, deux représentations différentes. En fait, ça dépend de la personne. Deuxième technique, c'est un jeu de devinettes que nous avons conçu pour l'atelier Comprendre ma PR. Et la question, en fait, la PR n'est pas seulement une maladie articulaire, que peut-elle toucher alors? C'est pour connaître les manifestations extra-articulaires de la PR. Donc, on a un petit jeu de devinettes ici et c'est rédigé en dialectal tunisien. Donc, j'ai essayé de voir l'exemple le plus facile, en fait. Pour que vous puissiez, pour que vous puissiez effectivement. Donc, si je vous dis Yohi, 3 points de donc, suspension, Wahia Rami, vous pensez à quoi? Yohi, al-idam, effectivement. Et effectivement, la réponse est là. Et ça va attirer le patient donc vers la possible atteinte. C'est assez ludique, comme ça il comprendra que la PR peut toucher l'os. Effectivement, que la maladie peut toucher l'os. Un autre exemple? Vas-y. Pour les Tunisiens, Imin c'est nous qui avons fait les... Imin al-Bakouch. Il n'y a que les Tunisiennes qui ont répondu. C'est un proverbe tunisien, effectivement. Donc, ça peut orienter les patients vers l'atteinte des... Donc, c'est un jeu de devinettes que nous avons élaboré pour cet atelier-là. Alors, ensuite, il y a, on vous a déjà distribué la fiche pédagogique. C'était pour tout à l'heure prévu, mais bon, c'est déjà fait. Donc, la fiche pédagogique, c'est comme une feuille de route pour nous. C'est pour programmer le déroulement des différents temps de la séance. Il ne faut pas le regarder maintenant. Donc, il y a le thème de la séance, le thème général. Ensuite, le titre de la séance. Le titre en général doit être attractif pour le patient.
les objectifs, c'est-à-dire les compétences qu'il doit acquérir, compétences d'auto-soin, compétences d'adaptation ou les deux, les messages clés à faire passer avec lesquels le participant doit sortir de la séance de TP. Ici, j'ai pris l'exemple de l'atelier fatigue. Donc, ma PR n'est pas à elle seule responsable de ma fatigue. Je suis capable de vaincre ma fatigue. J'en parle à mon médecin pour trouver des solutions. Un exemple de message clé à faire sortir. Ensuite, il y a le déroulé qui se décline en 6 étapes. On doit définir et préciser la durée de chaque étape pour ne pas dépasser les 45 minutes et faire un petit descriptif. Donc, premier temps, on doit se présenter, nous les éducateurs, présenter les objectifs de la séance auxquels on doit arriver. Alors, un temps très important, c'est d'expliquer les règles d'or du groupe. Alors, c'est quoi les règles d'or? C'est la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui est dit au sein du groupe ne sera pas divulgué à l'extérieur pour que le patient soit à l'aise. Ensuite, respect de la parole de l'autre et le non-jugement. Il faut respecter donc le point de vue de l'autre. Il ne faut pas couper la parole. En général, on leur dit aussi de fermer les portables. Il faut ensuite présenter les participants. Alors, il y a différentes manières, soit de faire un tour de table, un simple tour de table, la présentation croisée dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième temps, c'est d'établir l'état des lieux. On commencera par tester les connaissances des participants sur le thème. On posera une première question d'appel sur les difficultés en lien avec le thème pour recueillir les éléments du vécu et ensuite pour les faire réagir sur la thématique à travailler. Il est aussi important dans un second temps de sonder les attentes des participants pour voir s'il y a ou non une bonne correspondance entre ce qui est prévu dans l'atelier et leurs attentes. Ici, l'éducateur doit faire participer tout le groupe, il doit faire passer la parole, il doit reformuler les difficultés, les émotions et, comme elle a dit Wafé tout à l'heure, il faut faire preuve d'empathie. Troisième temps, ou troisième étape, c'est l'apprentissage. C'est le lancement de l'activité et la dynamisation du groupe qui passe par des mises en situation, mises en problème pour que nous apprécions donc la conduite à tenir de chaque participant. Ici, ça les incite à s'exprimer, à échanger, à réfléchir, à s'interroger. Et en général, le travail se fait en groupe ou en sous-groupe pour le partage du savoir et la résolution de problèmes. Et là aussi, on peut avoir des outils pédagogiques d'animation variés. Alors, le quatrième temps, c'est nous qui allons l'apporter, c'est les échanges sur les solutions. Donc, c'est le temps pédagogique. Nous allons apporter les solutions, donner des explications ou faire une démonstration, le tout pour accompagner notre participant vers une prise de décision pour qu'il s'engage dans une piste ou des solutions applicables. On finira en général par poser 2 types de questions, ce que vous avez retenu et ce qui vous a surpris lors de cet atelier et éventuellement s'il y a un remis, s'il y a une brochure à distribuer aux patients. Alors, quatrième temps et dernier temps de l'ETP, c'est l'évaluation. Merci, Kauthar. Effectivement, il est temps donc d'évaluer et cette évaluation, elle est indispensable donc à la fin de chaque séance donc de TP. Elle mettra en valeur les différentes transformations survenues chez le patient en termes d'acquisition de compétences et elle va évaluer aussi bien la forme, c'est-à-dire le déroulement de la séance en elle-même, le format de contenu, l'organisation, les techniques pédagogiques utilisées et aussi la forme, le fond, pardon. Est-ce que les objectifs qu'on a établis au début, est-ce qu'ils ont été atteints ou non, ou bien est-ce qu'il y a eu d'autres demandes qui ont apparu au cours du déroulement donc de la séance de TP. Et dans ce cas, on va actualiser donc les objectifs éducatifs et on va proposer aux patients d'autres ateliers s'il le faut. Alors, la fiche pédagogique, donc vous la voyez, et elle visera surtout à évaluer le progrès du patient via des outils qu'on a préparés au préalable, par exemple des questions, des quiz, donc auxquels le patient va répondre et on va déterminer si le patient a besoin ou non d'autres ateliers, de refaire le même atelier ou bien il a besoin d'autres ateliers. Alors, à la fin d'une séance de TP, est-ce que vous pensez qu'une modification de la prescription médicale peut être proposée? Oui, oui, qui dit oui? Non, effectivement, il ne faut pas proposer donc une modification thérapeutique. S'il y a besoin, on peut aviser le médecin traitant. De toute façon, on a un rapport à rédiger et à envoyer au médecin traitant, mais il ne faut pas donc modifier les prescriptions donc du malade, sauf bien sûr urgence ou bien exception, et aucune prescription ne doit être réalisée. Alors, on peut donc au cours des séances de TP, on peut être confronté à certaines difficultés et parmi donc les difficultés qu'on craint le plus, c'est que les patients ne viennent pas.
Donc, les chaises restent vides. Et dans ce cas, donc, il faut bien établir une stratégie de communication. Il faut bien communiquer avec les patients. Il ne faut pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux s'il le faut. Donc, pour motiver les patients, valoriser le programme auprès des patients et auprès des professionnels de santé. Lors du diagnostic éducatif, ça doit être centré sur le patient. Il faut motiver le patient et sonder ses attentes. Si ils ne sont pas vraiment l'intérêt de la séance de TP, il va pas la faire, il va pas venir. Donc, il faut bien le motiver et avant donc de formaliser le bilan, donc le programme, et bien définir le patient cible de son programme. Alors, deuxième difficulté, c'est la déviation des discussions vers des thèmes généraux, des discussions de café, des discussions donc politiques, des discussions comme vous voulez de commerce. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire la synthèse d'une façon régulière, à prendre la parole pratiquement toutes les 5 à 7 minutes, donc pour résumer, pour réorienter la discussion et non pas perdre de l'œil donc l'objectif de notre séance de TP. Parfois, on est confronté à des conflits qui submergent donc entre les participants, à de la colère parfois. Dans ce cas, il faut savoir anticiper avant donc l'installation de ces conflits. Il faut savoir désamorcer les conflits sans embarrasser donc les participants. S'il le faut, proposer une petite pause donc pour apaiser l'atmosphère et sinon revoir les règles d'or qu'on a citées au début, donc respect du temps de parole et respecter les uns les autres. Autre difficulté, c'est le non-respect du temps de parole. Il y a des gens qui ont tendance à monopoliser la parole. Dans ce cas, on peut s'aider donc par des moyens ludiques pour déterminer le temps alloué à chaque patient, donc pour qu'il puisse parler et faire circuler donc la parole entre les différents participants. Alors, doit-on répondre à toutes les questions, à votre avis? Est-ce qu'on peut répondre à toutes les questions posées par les patients lors de la séance de TP? Effectivement, il ne faut pas répondre à toutes les questions. On risque d'être submergé par les questions et ne pas répondre à notre objectif princeps. Toutefois, il ne faut pas les ignorer aussi et ça risque de frustrer les patients et on va les perdre au cours de cette séance. Ils vont plus suivre cette séance. Et ce qu'on peut proposer, c'est de lister les questions sur un paperboard et de demander au groupe de les classer par ordre de priorité. Et de revoir les questions à la fin de l'atelier. Sinon, on peut répondre d'une façon individuelle à la fin de la séance pour certains patients, par exemple, et organiser un autre atelier si un certain nombre de questions n'a pas été donc on n'a pas effectivement on n'a pas répondu à certaines questions. Alors, outre les freins, donc outre les difficultés auxquelles on peut être confronté lors des séances de TP, on peut être aussi confronté à des freins sur le projet lui-même de l'ETP et particulièrement le problème de l'accès aux patients en situation de précarité ou bien des patients ayant des barrières de langue, les patients qui n'arrivent pas à s'exprimer convenablement sur leur état de santé. On appelle ça l'analphabétisme donc en matière de santé. Et dans ce cas, on risque de sélectionner en fait des patients ayant un haut niveau socioculturel et qui sont capables donc de remplir des questions d'évaluation. Et ce problème a été donc pointé du doigt par les différentes autorités et les programmes qui sont dédiés à ce type de patients en particulier sont très peu nombreux. On peut avoir aussi être confronté à certains freins d'ordre économique. Ayant les autorisations nécessaires, ça ne veut pas dire avoir le financement nécessaire de ces séances de TP. Et enfin, on peut être confronté aussi à la méconnaissance du programme de TP, à un doute sur son efficacité et en raison surtout d'une mauvaise communication. Il faut bien savoir communiquer sur le TP. Alors, Kafir, tu nous parles du projet tunisien ? Alors, on va parler rapidement, on va vous exposer notre projet tunisien sur le TP qui a été fait sous l'égide de notre société savante, la LITAR. Donc, on avait constitué un groupe pilote fait de 10 rhumatologues exerçant dans les différentes villes de la Tunisie, dont 2 représentaient l'association des patients rhumatisants. Donc, le groupe pilote a eu un premier contact avec le TP chez Jean Sibilia à Strasbourg, où nous avons assisté à des séances de TP, donc d'ordre très pratique. Ensuite, le projet proprement dit s'est fait en partenariat avec le CHU de Grenoble. Pourquoi le CHU de Grenoble? Parce que c'est un centre référent en ETP. C'est un centre formateur de plus de la moitié de la France qui a plus de 20 ans d'expérience.
Alors, en particulier avec Laurent Grange, qui travaille avec Philippe Gaudin, qui est le président de l'Association française de lutte antirhumatismale et qui est membre fondateur de la section d'ETP de la SFR. Mais c'est aussi quelqu'un de très gentil, donc qui a accepté l'idée de ce projet et il nous a mis en contact avec cette société qui est spécialisée dans la formation en ETP. Donc, on a eu notre formation, c'était du e-learning. Ensuite, 2 séminaires. Le premier s'est passé donc à Grenoble et le deuxième à Tunis. Nous avons pu donc valider notre formation. Nous avons eu 40 heures de formation. Ensuite, l'objectif principal était to train the trainer. Donc, chaque membre du groupe pilote a implémenté les bases pour élaborer le programme, chacun dans son service, avec des mises en situation, des ateliers constitués. La deuxième partie, nous avons ensuite formé 15 paramédicaux. Ils ont eu la même formation que nous. Alors, c'était varié. C'était des infirmiers, ergo, kinés et il y avait même une patiente experte. Et au final, nous avons pu constituer et valider 7 ateliers. Donc, on débute en général par le premier atelier, connaître ma PR, atelier fatigue, économie articulaire. Ensuite, les 2 autres ateliers, c'est pour les médicaments. Les 2 derniers ont été constitués par les paramédicaux. Donc, vivre chez moi avec ma PR par l'ergothérapeute et les solutions miracles pour faire céder la douleur, c'est la physiothérapeute. Et pour chaque atelier, nous avons constitué une mallette. Il le faut. Donc, pour chaque atelier, il faut une mallette. Cette mallette contient la fiche pédagogique, comme celle qui a été distribuée, les outils nécessaires pour l'animation et puis éventuellement s'il y a des brochures. Donc nous avons constitué 5 mallettes pour chaque service. Alors après avoir passé en revue les grandes lignes pour la constitution d'un atelier de TP, nous allons juste vous montrer vraiment une petite partie avec le temps qui nous reste, une petite partie d'un atelier. Donc on pratique comment on procède. Allez les patientes. Est-ce qu'il y a des volontaires pour faire le jeu? Tu veux? En Tunisie, ils ont désigné. Nous, on pose la question, est-ce qu'il y aurait des volontaires? La démocratie. Oui? On a besoin d'une autre personne? Non? Vous êtes fatigué? Ok, c'est bon. Je fais la dépressive. On va le faire rapidement. Super. Ben, on a notre paperboard et 2 stylos même. Bien. On commence par se présenter soi-même. On est les 2 animatrices. Oui. Le jeu, très bien. D'accord. On va aller directement à l'activité ludique pour gagner du temps. Donc, normalement, on devrait se présenter nous, présenter les participantes, chacune depuis quand elle a sa PR, elle est sous biologique. Alors, c'est l'atelier composé avec ma biothérapie qui est fait pour les situations particulières sous biothérapie. Donc, on va directement procéder au jeu. Donc, vous allez alors on demande aux participants de se mettre en 2 groupes. Donc, vous êtes 5, ça va être un groupe de 2 et un groupe de 3. Vous êtes 5. Et vous allez vous mettre ici autour de la table. Alors, on explique les règles du jeu. Alors, le jeu s'appelle Biopoly. C'est un jeu que nous avons conçu. Ça rappelle Monopoly. En fait, c'est le même principe de jeu. C'est une pancarte où il y a différentes situations qui sont exposées et qui sont illustrées. Et puis, l'éducateur a le jeu de cartes. Donc les cases sont numérotées et à chaque case correspond une situation. Alors c'est fait en dialectal tunisien. On va essayer de traduire. Donc femme al-hala, le numéro de l'hala, la situation. Et puis derrière, il y a un petit énoncé avec des propositions A, B, C, D. Et le groupe doit réfléchir et donner là où les bonnes réponses. Ils avancent avec les pions donc. Avec les deux. C'est le chef de groupe. Et on a Ah oui, on va les lire en français parce qu'il y a aussi le mode d'emploi qui est en français. C'est destiné aux éducateurs. Donc la situation numéro 2.
La situation numéro 2, donc je suis sous biothérapie. En ouvrant une boîte de conserve, je me suis coupée. Que dois-je faire? Est-ce que je dois nettoyer la plaie et je mets un pansement car la plaie a plus de risque de s'infecter? Est-ce que je prends des antibiotiques toute seule? Est-ce que j'en informe mon médecin? Ou bien est-ce que je me fais vacciner contre le tétanos? Ou bien j'arrête ma biothérapie? Oui. On arrête la biothérapie, très bien. Oui. Faut nettoyer ou pas? Très bien, d'accord. Donc, ça sera B et E. Donc, pour le groupe 1, pour le groupe bleu, donc B et E. Et les bonnes réponses, en fait, c'est A, C et D. C'est-à-dire, je nettoie la plaie et je mets un pansement car la plaie a plus de risque de s'infecter. Je m'en informe, donc j'en informe mon médecin et je me fais vacciner contre le tétanos. Donc le patient peut être complètement autonome vis-à-vis donc de cette situation. C'est une mauvaise réponse, oui. 0. Donc vous avez 0, le groupe bleu. Alors, expliquer effectivement, oui, avec des arguments. Donc on peut... Alors le chef de groupe, vous lancez les rouges. On va voir. Est-ce que les rouges vont faire mieux? Très bien. Donc, 4. C'est la situation numéro 4. Alors, très bien. Donc là, question 6. Alors, Latif a 35 ans et sous biothérapie pour une PR. Depuis 4 mois, elle a des saignements qui ont été attribués à un fibrome utérin. Son gynéco lui indique une chirurgie à prévoir au plus tôt. Avec laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes êtes-vous d'accord? L'intervention est contre-indiquée à cause des biothérapies. Elle doit en parler à son médecin pour qu'il arrête sa biothérapie avant la chirurgie. La biothérapie est certainement la cause de ce fibrome. Elle prévient son gynécologue qu'elle est sous biothérapie. Alors, c'est certainement les biothérapies qui ont causé le fibrome. Donc, moi, je fais rien. Je contacte mon médecin. Donc, les réponses, c'est A et c'est faux. Vous êtes nuls. Les réponses exactes, c'est B et D. Il faut avoir toutes les réponses. C'est la loi de tout ou rien. Et donc, à chaque fois, on donne une petite explication. Alors, c'est 5. Donc, vous avancez de 5 cases. C'est effectivement. Si on tombe sur la même situation, il faut relancer 9. Oui. La case 9, 13. Très bien. Donc 13. Oui, la 13. Très bien. Donc, je suis sous biothérapie depuis 1 an. Cela a complètement modifié ma vie. Je me sens très bien et je n'ai plus aucune douleur. Que dois-je faire? Est-ce que je suis guérie, je peux arrêter ma biothérapie? Est-ce que je peux espacer mes injections de biothérapie? Ou bien je dois en parler à mon médecin traitant pour qu'il m'adapte mon traitement? Vous arrêtez, oui. Donc, c'est faux, effectivement. Donc, je dois en parler à mon médecin traitant qui doit adapter, il doit adapter le traitement. Et ainsi de suite avec toutes les situations. Et en fait, nos patients, quand on a essayé, bien, ils arrivent à répondre correctement aussi. Voilà. Oui, merci. Atteignez le... Oui, madame. Allez-y. Oui, allez-y. Merci.
Moi, je voulais vous dire Merci. une chose qui me semble très importante. Faites attention dans le glissement, communication médecin-patient, parce que c'est extrêmement important, les données que je dois donner à mon patient, et je n'en aurai pas assez, parce que vous savez que dans la communication médecin-patient, vous structurez aussi ce que vous dites à votre patient. Absolument. C'est-à-dire que la première fois, j'annonce jamais une maladie chronique. Je dis, écoutez, on va chercher ce que c'est, ça semble ressembler à, mais je n'ai pas confirmé. Deuxième fois, attention, on est parti pour un long chemin ensemble si on se comprend. Et ainsi de suite. Et en particulier les traitements, etc. Maintenant, je voudrais partager avec les collègues l'expérience que nous avons faite au service. Les gens du service, enfin les collègues du service le savent. Nous avons eu la chance de créer une unité de la douleur et nous avons eu un médecin de la douleur, une algologue, qui a fait une formation en OTP. Et donc, on a commencé, alors vous avez commencé par le plus difficile, parce que la polyarthrite rhumatoïde, entendons-nous bien, c'est les aspects de la maladie, c'est les traitements, c'est énorme. Et en fait, peut-être que je ne sais pas si on a été plus prudent, mais en tous les cas, je vais vous faire partager l'expérience. Nous avons commencé, nous, parce qu'elle est algologue, on a commencé par la fibromyalgie et par la gonarthrose. Alors, dans la fibromyalgie, nous avons fait des groupes de gens qui étaient d'un certain niveau intellectuel, dans le sens où ils se comprennent, ils arrivent à parler des mêmes choses, la langue, etc. Les fibromyalgiques d'un autre niveau ont été également identifiés. Donc, ce sont des groupes, alors chez nous, ce sont des groupes de 5-6 personnes, pas plus. Plus le soignant, plus les séances sont au nombre de 5 à 6. Il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire que ça se fait sur un programme qui dure quelques semaines. Deuxième groupe, les gonarthroses. Alors, les gonarthroses, on a eu affaire à des dames d'un certain âge, bien entendu. On a beaucoup travaillé sur le poids, parce que ça, c'était sur l'économie articulaire et sur, bien entendu, les exercices. Parce que, pour nous, c'était ce qui ressortait le plus et parce que c'est vrai que les attentes du patient, c'est bien, mais le message que le médecin veut transmettre est important. Et puis, il y a quelque chose qui est très important et je crois que, d'ailleurs, les gens de l'ETP le disent, puisque j'ai eu l'occasion de voir Laurent Grange et on en a discuté aussi. En fait, vous avez un travail en amont de préparation de documents qui est énorme. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut que je fasse adapter mes documents à mon patient, enfin, ou à mon groupe de patients. C'est vrai que là, vous vous lancez pour la polyarthrite rhumatoïde, parce que nous aussi, on est en train d'y penser. On a préféré lancer les 2 premières. On est en train de réunir les lombalgiques. On s'est dit, si on axe sur exercice, etc., ça sera plus facile, parce que c'est lourd, hein. C'est très, très lourd. Oui. Et en même temps, juste une chose importante, et je crois qu'il ne faut vraiment pas le confondre, je ne peux pas faire de l'ETP si je n'ai pas un soignant avec le groupe. C'est-à-dire que même si ma vidéo est là, c'est comme l'enseignement. Même s'il a l'ordinateur, s'il a tout, il a besoin d'un vecteur, un guide qui lui donne toutes les informations. Donc voilà ce que je voulais dire sur notre expérience, parce qu'on en est maintenant à la 3e pathologie qu'on va aborder. J'avais envoyé d'ailleurs un professeur BJ, je crois. Voilà. J'avais envoyé une présentation qui avait été faite sur le TP dans la gonarthrose. Donc, je ne sais pas ce qu'il en a fait, parce qu'on s'était rencontrés à l'occasion d'un... Merci. Merci pour votre intervention. Merci à toute l'équipe tunisienne et à Ihsan pour avoir animé cet atelier. Comme tu sais très bien, c'est un objectif et c'est une idée qui en même temps est en train de germer pour demander la création d'une section d'éducation thérapeutique à la Société marocaine de rhumatologie. Et voilà, nous sommes en train de voir comment on peut éventuellement élaborer ensemble et comment on va faire donc donner vie à notre projet. Alors, j'ai 2 soucis. L'éducation thérapeutique présentée ainsi, elle est excellente, je vous dis qu'elle est excellente, mais elle n'est pas du tout adaptée à tous nos patients. Elle n'est pas adaptée
aux patients non hospitaliers. Sachant que la rhumatologie, elle est à 70%, du moins en Maroc, 70% des praticiens, c'est des praticiens libéraux. Alors, je vois très mal organiser des ateliers thérapeutiques, sachant qu'on n'a pas des centres hospitaliers dans toutes les villes. Et donc ça c'est ma première remarque. Et j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble pour essayer de détourner ce frein. À mon sens, c'est un frein. Alors il y a ça, il y a un autre point. Le taux d'analphabétisme est tel que c'est très difficile de faire adhérer les patients à une façon de faire qu'on va copier d'un autre système qui est assez avancé. C'est-à-dire que, je termine juste mon idée, il faut absolument, je le vois comme ça, l'éducation thérapeutique doit être adaptée à des niveaux. C'est-à-dire, dans la même pathologie, j'ai l'atelier niveau 1 et l'atelier niveau 2 et l'atelier niveau 3. Et chaque atelier est adapté à un contexte, on va dire, socio-économique et intellectuel. Je ne mets pas dans le même groupe le choix. Mon choix ne doit pas être strictement basé sur la pathologie. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre des PR, un enseignant, un ingénieur, une femme au foyer. Et donc, je dois faire une sélection. Et le dernier point, et s'intéressant à ça, j'ai commencé à poser. Je suis au secteur libéral. Oui, tu sais. Donc j'ai commencé à poser la question à mes patients. J'ai mis à leur disposition un cahier pour écrire ce qu'ils souhaitent comprendre et ce qu'ils souhaitent compléter de la consultation. Alors, j'ai 90%, j'ai une centaine de réponses, une centaine d'écrits, 90% de personnes me disent « je veux comprendre ma maladie ». Alors, généralement, c'est ma secrétaire qui l'écrit parce que les gens n'arrivent pas à l'écrire. Donc elle leur lit la suggestion et les gens veulent comprendre. Et c'est des suggestions que vous avez faites? Oui. C'est réponse libre. Réponse libre. D'accord. Avec quoi voulez-vous compléter la consultation? D'accord. Et donc c'est comprendre. C'est le premier atelier que nous avons conçu, c'est connaître ma PR. Connaître ma PR, les facteurs déclenchants, comment vivre avec ma PR et ensuite les manifestations extra-articulaires. Il y a une vidéo dans cet atelier-là qui montre une patiente, comment elle vit dans sa vie, comment ça a été avec son entourage, l'annonce du diagnostic, sur laquelle les patients vont après analyser. Donc, c'est le premier atelier. Après, je pense qu'on a le même problème pour le niveau socio-économique et comment adapter, on a le même problème, on a le même souci. Alors, d'abord, première chose, même en France, même avec Laurent, donc ça se pose le problème. Est-ce qu'il faut mettre des groupes homogènes, des groupes hétérogènes? Les deux se discutent. Il n'y a pas de bonne réponse en fait. Alors les groupes hétérogènes, l'avantage c'est ça sert à stimuler les autres et il y a un échange en fait entre les deux. Après, il n'y a pas de bonne réponse et les outils qu'on a fait, on a essayé de les adapter. Donc, c'est vraiment en tunisien, en délégem, pour que tout le monde, et même ceux qui ne peuvent pas lire, c'est l'éducateur qui va lire, qui va expliquer. Mais c'est un gros souci et même ailleurs, c'est le même souci donc qu'ils rencontrent. Et pour le libéral? Alors pour les libéraux, en fait, je comprends parfaitement que c'est difficile d'organiser des séances de TP. Alors ça se fait parce que ça se fait en équipe. Donc, c'est une équipe multiprofessionnelle avec la diététicienne, avec la psychologue, avec le médecin traitant, avec la rhumato. Donc, en général, tous les modèles que j'ai vus, ça se fait en hospitalier. Alors, il faut adresser les patients et participer donc au programme.
Et est-ce que c'est remboursé? Est-ce qu'ils ont une cotation particulière? Non. Vous les hospitalisez en hospice de jour? Ils viennent précisément pour les séances de TP. On les hospitalise pas, c'est pas C'est une facturé, consultation? c'est même pas non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Oui. Ben oui. Alors, ils viennent de commencer, ça fait 1 an. Non, en Ils le France. comptabilisent en hôpital de jour. Oui, ils les en hospitalisent en hôpital de hospice de jour pour justifier leur présence pendant la journée. C'est en hôpital de jour pour qu'ils puissent avoir aussi le repas de midi, c'est tout Pour un payer circuit. l'ensemble. Et pour le transport, le billet de transport, c'est pour ça. C'est plus pour ça. Par la- Et absolument. c'est couvert parce que c'est légal. Oui. C'est vide. Mm, Absolument. mm. Oui, oui. Par Sur contre, votre- le problème en France, c'est les paramédicaux, ils sont pas payés pour ça. Et alors, pour les encourager à en faire, c'est pas évident. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a de la discussion et donc que les gens sont intéressés. Le message clé, si je peux dire, c'est que si vous faites l'ETP ou si vous avez l'occasion d'y assister, c'est un autre rapport au malade qui est très enthousiasmant, qui est très participatif, qui met le patient au centre de sa décision. Mais c'est une décision qui sera concertée et orientée par le médecin. Et l'ETP ne se conçoit que dans une équipe multidisciplinaire avec des rhumatologues, des psychologues, des kinésithérapeutes et des patients. C'est pour ça que les associations des patients sont très importantes également, parce qu'un patient qui vit sa maladie dans son corps et qui la raconte à un autre patient n'aura jamais le même impact que vous qui êtes médecin, qui vous le dites derrière la bouche, quel que soit ce que vous lui dites. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné envie de vous y intéresser. Comme a dit Madame Hassani, on pense au niveau de la SMR créer une section ETP. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Les expériences déjà faites, bien sûr, seront très enrichissantes pour essayer de monter probablement en collaboration. Kautsar, probablement en collaboration avec vous. Oui, pour justement nous donner votre expertise, on va dire, pas vos outils, mais juste l'expertise et la façon de faire que vous avez adoptée. Nous sommes rentrés en contact avec Dr Sylvie Fabre sur Montpellier, qui est la directrice du diplôme de l'ETP à Montpellier, qui était prête justement à nous faire la formation des 40 heures. Mais il faudrait d'abord voir quelles sont les personnes qui seraient intéressées, quel serait le groupe sur lequel on pourrait faire cette formation-là, pour essayer d'implémenter l'ETP chez nous. Voilà.